C'était à l'époque traversé avec un 6,50 m. D'abord, c'était pas autorisé. Celui qui s'est fait le plus poursuivre, c'est Elvar Mabir, qui lui s'est vraiment fait poursuivre. C'est-à-dire que les autorités françaises ont essayé de le rattraper. Ça a commencé concrètement, vous étiez, tout le monde en a entendu parler, c'était quelque chose déjà à peu près connu. C'était pas connu du tout. Moi, j'ai appris ça dans les allées du salon nautique. Et là, je me suis dit, donc en 77, en mois de janvier 77, à l'époque, le salon, c'était en janvier. Et je me suis dit, mais ça, c'est super, c'est une course accessible, où tout le monde a une chance, etc. Et moi, c'est ça qui m'a séduit tout de suite. Le fait d'avoir des bateaux tous de la même taille rendait tout le monde égaux, d'une part, et d'autre part, le prix, ça n'avait rien à voir, quoi. Je courais à Lorient, donc je courais en solitaire. Enfin, on parle beaucoup de l'esprit de la classe mini. Est-ce que c'est né à ce moment-là? Est-ce que Bien sûr, oui, ouais, c'est absolument. D'abord, on allait dans une inconnue totale. Traverser l'Atlantique sur un 6,50 m, ça n'avait pas beaucoup été fait, hein. Donc, et surtout en course. Donc, on partait dans l'inconnu total, on était dans l'illégalité totale. Quand on partait, évidemment, on s'entraidait tous, quoi, hein. On allait voir ce que les copains avaient fait, on se prêtait des trucs. L'organisateur de la course, Bob Salmon, la courait lui-même. Il y avait un Américain avec une jonque, un gréement de jonque, et chacun faisait comme il voulait, hein. C'était comme au Vendée Globe, hein. Les premiers Vendée Globe, c'était comme ça, hein. Ça a bien changé, hein. On cherche toujours forcément à aller de plus en plus vite, à améliorer les performances du bonhomme et du bateau. Et donc, on ose aujourd'hui beaucoup plus que ce que nous, on osait dans la première édition, forcément. Les gens osaient et osaient et osaient davantage. C'était Louis Le Pinsec, le ministre de la Mer, qui donnait le départ. Quand ils ont créé le BOC Challenge, la course autour du monde avec 4 étapes, je me suis dit, je vais la faire. Et puis pendant ce BOC Challenge, s'est créé le Vendée Globe. Et là, je me suis dit, je ne vais pas louper celle-là. Quand on a, je pense, l'esprit un peu sportif, on a toujours envie d'en faire plus. Et en faire plus quand on a fait la mini, quand on en a fait une deuxième. Et le BOC était une très bonne étape ensuite. Et le Vendée Globe, c'était l'étape suivante, quoi. Une des qualités que je vois à ces courses en solitaire, tu n'as personne pour t'observer. Quand tu fais en général un sport, tu as toujours des observateurs, tu as toujours des gens qui te jugent tout seul, 24 heures sur 24, et de se pousser soi-même dans l'effort. Gérer sa vie à bord, pour gagner, il faut d'abord arriver, hein. Est-ce que je peux aller un peu plus vite? Est-ce que c'est raisonnable? Qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce que je risque pas? Est-ce que je suis fatigué? Est-ce que je suis pas fatigué? Il y a pas un entraîneur qui vous dit allez, là faut y aller, faut attaquer au vélo par exemple. Les mecs ils ont tous des oreillettes, chacun part avec son bateau et après c'est à chacun de mener sa vie comme il l'entend, quoi. C'est ça qui est extraordinaire, c'est mener sa vie comme on l'entend. justement, comment tu sais à bord le moment où tu te dis bon, là je dois attaquer ou au contraire, là je dois me reposer? Il faut bien se connaître soi-même, savoir quand est-ce qu'on commence à être fatigué. J'ai pas de moment de doute parce que c'est plus facile aussi quand tu es devant que quand tu es derrière. Alors la mini, à l'époque, on savait absolument pas les places, hein. Donc chacun se débrouillait, on était au sextant et on arrivait. Alors c'était fantastique l'arrivée parce qu'on savait pas du tout si on était premier ou dernier, quoi, hein. Même dernier, fallait pousser son bateau. Moi, je me rappelle très bien l'arrivée à Tenerife. Et donc, je remonte près le port, la darse des bateaux de pêche, là où on devait être. Puis, je vois pas de bateau. Et j'arrive au fond de la darse, je vois 2 mâts. Je me dis, ben, ça doit être ça, dont celui qui avait un gréement de jonque. Quand je vois ce bateau-là devant moi, je me dis, ben, ça y est, je suis dernier, quoi. Et pas du tout, j'étais troisième. Et pendant que nous, on était au près, au large du Portugal, à tirer des bords avec 50 nœuds dans le nez, lui, il était au portant, en train de débouler. Il nous a mis minable à la première étape. Bon, la deuxième étape, on l'a mis minable.
On n'avait pas de pilote électrique, on n'avait que des régulateurs d'allure qui marchaient avec le vent. Moi, j'adore barrer et j'ai toujours bien aimé barrer et ça a été sûrement une des raisons qui ont fait que je suis arrivé pas trop mal. C'est que je passais pas mal de temps à la barre, quoi. 5 voiles, quand tu déchires une voile, t'es mal. Alors, aujourd'hui, les pilotes, ils ont fait de tels progrès de Mini où le bateau il déboule à plus de 10 nœuds sous pilote. Même dans les premiers Vendée Globe en 89, les pilotes étaient très loin d'être aussi performants que ça. Aujourd'hui, le pilote est un des éléments techniques considérables qui a permis au bateau d'aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Sur le Golden Globe, on n'avait pas de pilote. Hein. C'était comme à la première Mini, on n'avait que des régulateurs d'allure. Donc, il ne faut jamais aller dans le rouge parce que quand tu es dans le rouge, tu ne prends pas les bonnes décisions. Si tu n'as pas confiance en toi-même, tu vas mal dormir, tu vas avoir du mal à te reposer, tu vas être stressé. Il faut absolument penser qu'on va y arriver, quoi. Hein. Après, la gestion actuelle dans ce confinement, j'essaierai d'apprendre au maximum déjà toutes les astuces de mon pilote. Évidemment, l'idéal, c'est de s'entraîner avec les autres et non pas s'entraîner chacun dans son coin. Il y a rien de tel que de partager son savoir dans une équipe, même si après on est adversaire. Évidemment, on va essayer d'être devant son petit camarade préféré. Si la Mini a fait tant de progrès en vitesse, en dessin de bateau, en performance des bons hommes et tout, c'est parce que les gens ont partagé, quoi. Non, il se produit à Lorient, dans d'autres ports, il se produit des trucs un peu pareils. Mais à une époque, il y a 5, 6, 7, 8 ans, 10 ans, Port-la-Forêt, ils avaient une telle avance sur les autres que celui qui n'avait pas fait Port-la-Forêt, il était moins bon, quoi. Alors aujourd'hui, dans la minute, c'est celui qui a pas fait Lorient, il est pas bon. Voilà. Je sais qu'il y a une très grosse base à Lorient. Ouais. Je sais qu'il y a un entraîneur compétent Ah oui. dont je connaissais le père. Tanguy, je ne pense pas qu'il soit là, mais en tout cas, effectivement, c'est un super entraîneur. Ouais. Il est hyper fin observateur et puis c'est un passionné qui fait des débriefs pendant 2 heures et c'est extraordinaire pour apprendre. C'est ça qu'il faut faire, quoi. Hein. C'est ça qu'il faut faire. Un des éléments les plus importants dans les courses, que ce soit les courses en équipage, les courses en solitaire ou toutes les épreuves, mais c'est le débriefing. Le débriefing, c'est ça qui va permettre de progresser et chacun de raconter sa petite histoire. Celui qui a enroulé son spi autour de l'été, ben, il raconte sa petite histoire. On peut regarder les nuages qu'on a. L'observation est très, très importante, quoi. Hein. Des éléments qu'on peut travailler confinés. Je pense que on progresse en écoutant les autres. Il faut savoir écouter, quoi. En solitaire, il faut faire des voiles qui sont assez tolérantes. C'est-à-dire qui ne nécessitent pas un réglage extrêmement fin et que le bateau s'arrête aussitôt que le réglage n'est pas tip-top. Le bateau, il va vivre sa vie pendant un certain laps de temps tout seul. Ah ben, évidemment, j'ai eu des moments de grosse casse quand dans mon tour du monde à l'envers, 3 fois de suite, j'ai dû abandonner. C'est un des trucs aussi que j'aime assez sur ces courses en solitaire un peu longues. C'est qu'il faut aussi être un peu MacGyver, capable de se démerder tout seul quand il arrive quelque chose, avec les outils qu'on a, puis trouver des solutions, réfléchir, pas paniquer. Le mât il est tombé, ben, on met un diamant de fortune et puis on essaye de revenir comme on peut, quoi. Et est-ce que tu as un troisième, est-ce qu'il y a autre chose qui te pousse à faire ce que tu fais? J'adore le bateau. J'adore le bateau, j'adore la vie en mer. J'ai toujours en course un instinct de compétition. J'aime le rythme, le lever du soleil, le coucher du soleil, les repas, le sommeil. On lit que tu es très attaché à la notion de plaisir. Ben moi, j'ai la chance dans ma vie d'avoir fait uniquement ce qui me plaisait. Alors, c'est vraiment une chance. Moi, j'ai choisi d'être prof.
je voulais faire un métier utile et je trouvais que prof, c'était un métier extraordinaire. J'ai choisi de partir en lycée d'enseignement professionnel parce que c'était des élèves en difficulté, parce que c'est facile d'être prof quand tu as des bons élèves, mais c'est beaucoup plus rigolo justement quand tu as le challenge de faire aimer ce que tu dois enseigner à des mecs qui arrivent en te regardant avec un sale œil en me disant qui c'est qui ce mec-là. Moi, j'ai adoré ce métier. Bon, après, quand j'en ai un peu fait le tour, petit à petit, j'ai bifurqué vers la voile. Je me suis toujours posé la question, est-ce que c'est ça que j'ai envie de faire, quoi, hein. Et je pense que c'est très important de réfléchir et de mener sa vie, non pas en se laissant emmener par les événements, parce que ça, c'est la solution de facilité. On dit, ah bah tiens, je te propose ça, ou je... Non, on me propose ça, certes, mais est-ce que c'est ça qui me plaît? Est-ce que c'est ça qui m'amuse? La réponse peut être oui, mais si la réponse est non, il ne faut surtout pas le faire, quoi. La vie, on s'en rend très bien compte quand on a mon âge, hein. Je vais avoir 75 ans dans un mois et demi. Donc la vie, elle est très courte pour moi maintenant. Donc t'en prends conscience et tu te dis qu'il ne faut pas perdre de temps, quoi. Moi, je suis très heureux, je suis parfaitement heureux parce que justement, j'ai mené la vie qui me plaisait, quoi. Je souhaite à tout le monde de mener la vie qu'il a envie de mener et de faire en sorte qu'il arrive au bout de ce qu'il a envie de faire, hein. C'est à chacun de choisir sa vie et il faut bien la choisir, quoi. Qu'est-ce que tu vas choisir de faire là ensuite? Là, je suis en train de préparer un petit bateau de croisière pour m'arrêter dans beaucoup d'endroits et des gens que j'aime bien et passer du temps à bourlinguer de façon sympathique. Qui te demande quel est ton plus beau souvenir en mer en course. Ben ça, c'est pas facile, hein. Mon premier tour du monde, ça a sûrement été mon passage du Cap Horn, parce que le Cap Horn, c'est tellement mythique que ça représente quelque chose pour toi, quoi, hein. Le premier Vendée Globe, ça a été mon arrivée, parce que moi, j'arrivais troisième, j'espérais finir premier, et je suis arrivé miraculeusement un dimanche après-midi par un temps extraordinaire, et il y a eu une foule considérable à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Un autre souvenir extraordinaire que j'ai, alors c'est pas un moment très heureux, hein, mais c'est le moment de mon dématage qui était très dur au sud du Pacifique, au sud de l'Australie, là. Puis évidemment, la dernière course, la remontée de l'Atlantique avec derrière celui qui me talonnait. Il y en a eu d'autres, hein. Par exemple, avec Benoît Marie qui a gagné donc, la Mini de 2013, on a été au Cap Horn et on est débarqué sur l'île du Horn, on a été voir le gardien, tout ça. C'est des souvenirs fantastiques. Il y a une autre question de Madeleine Marchand qui est dans l'équipe de Thomas Ruyant qui demande si est-ce que tu penses que le Vendée Globe peut être maintenu. J'ai aucune idée. Le premier élément difficile à prévoir, c'est la foule qui vient voir les bateaux au Vendée Globe. Est-ce que ce sera autorisé? J'en sais rien. Le deuxième élément, il y a quand même des sponsors qui ont des petits problèmes financiers avec la crise et qu'il va falloir s'en remettre. Et que les premiers budgets qui sautent en général, c'est la culture et le sponsoring. Et la troisième question, c'est qu'est-ce qui va se passer si un concurrent a un problème? Est-ce qu'on va l'obliger à rester en mer? Est-ce qu'on va refuser de l'admettre? Moi, j'ai des potes qui sont en ce moment confinés sur leur bateau. J'en ai dans le Pacifique, j'en ai aux Antilles. Mais tu as parlé des sponsors, justement. C'est vrai que c'est une période compliquée pour nous, pour tout le monde, notamment. Ça, c'est sûr. C'est toujours les rencontres qui font on arrive à séduire quelqu'un, quoi. Puis à la machine à café, il dit donc, j'ai entendu parler d'un truc, là, il y a un mec qui va faire, il lui raconte l'histoire. Et il dit, ah bah oui, organisez-moi un rendez-vous. Pif, paf, fouf, et Péchinet décide de me suivre. Adrien, ça a été un de mes plus longs sponsors, il m'a suivi pendant pratiquement 15 ans. Au début, il mettait 3 fois rien dans les bateaux, quoi, hein. Il ne voulait même pas qu'on le sache, il ne voulait même pas que son nom apparaisse. Quand il a décidé d'aller en grande surface, il s'est dit, j'ai besoin de communiquer.
Voilà un projet qui m'intéresse et qui va nous permettre de communiquer pour pas cher, quoi. Si on prend par exemple le Golden Globe, ça a été d'un rapport qualité-prix absolument incroyable, quoi, pour le sponsor. J'ai des gens qui gèrent Internet, ouais. Mes réseaux sociaux, là, Facebook et tout ça. Là, Moi, à 31 ans, c'est pas facile. Les performances un Pogo 3, ça tourne autour de entre 80 et 120 000 euros, hors bateau. ouais. C'est un peu ça le budget. Donc, ça reste accessible pour 2 ans, ça reste un budget. De toute façon, avec la voile, on ne devient pas riche, hein, mais qu'est-ce qu'on s'amuse. Est-ce que ça t'amuserait d'être parrain de promo? En général, oui, quand je peux, je fais. Hein. Je suis un ardent défenseur de la midi. Bon vent à tout le monde. Et puis, ben, je vous souhaite tous de trouver les sous. Et puis surtout d'avoir une passion, quoi. Ce qui est important, c'est d'avoir une passion. Et quand on a une passion, on vit beaucoup mieux.